Hung Ching Liu suppose qu'un phénomène particulier se déclenche au moment de l'implantation, entre l'embryon et l'endomètre, c'est-à-dire la paroi interne de l'utérus. Elle a alors l'intuition géniale de cultiver dans une même éprouvette un embryon et du tissu de l'utérus. Ce qu'elle a appelé coculture est testé avec des souris. On commence par cultiver du tissu de l'endomètre, puis on y implante des embryons de souris et on observe leur développement. Quand j'utilise une coculture en 2 dimensions, comme il s'agit d'un tapis cellulaire endométrial, les embryons qui entrent en contact avec ces cellules s'y trouvent bien et se développent. Mais ils cherchent ensuite à envahir la culture cellulaire, et là, ils se heurtent au manque de place. J'avais donc un problème. Comment le résoudre? Et si je fabriquais du tissu? En l'absence de coculture, l'embryon mourra sans doute au bout de 5 jours. Avec une coculture, il atteindra peut-être 10 jours, puis il mourra. Mais avec une coculture en 3D, il a pu atteindre les 17 jours. Et la gestation de la souris est de 20 à 21 jours. Une souris, fabriquée dans une ébauche d'utérus artificiel, avec apport d'éléments nutritifs et d'hormones. Une première. C'était en 2002. Et la presse internationale en a fait un scoop. C'est en effet le premier être vivant créé entièrement dans un utérus artificiel. Mais il n'était pas normal. Et si le bébé n'est pas en bonne santé, je préfère ne pas en parler. La souris était mal formée, mais vivante. Pour le docteur Liu, c'était une victoire. Mais la publication de cet exploit dans la revue Nature a soulevé un tollé dans l'opinion publique internationale. Beaucoup de gens sont pour ou contre mes projets. Ce sont surtout des personnes religieuses qui s'y opposent. J'y ai beaucoup réfléchi parce que, en tant que scientifique, je n'envisage jamais les choses sous l'angle éthique. Face à cela, je me suis dit que je devais faire une pause et considérer l'aspect éthique. Je me suis dit qu'en effet, l'impact de mon travail sur la société pourrait être considérable. La mise au point de cette technique entraînerait des conséquences notables. Je me suis donc arrêtée pendant plusieurs années et j'ai tenté de freiner le projet. Ce faisant, je suis passée à l'expérimentation animale. Il est vrai qu'au début, j'utilisais des embryons humains. Aujourd'hui, je ne me sers plus que d'embryons de souris, ce qui ne pose pas de problème d'éthique. Si cette technique de coculture n'a pas permis de mener un embryon humain à terme pour l'instant, elle a cependant permis de doubler le taux de réussite des fécondations in vitro. C'est pourquoi le docteur Liu la propose aux futures mamans. Et les scientifiques ne s'arrêteront pas là. Quand je dis que j'ai freiné le projet, il peut être intéressant d'observer la façon dont un scientifique se contrôle lui-même. Cela varie beaucoup d'un individu à l'autre. Certains sont tout feu tout flamme, d'autres avancent pas à pas. Si j'arrive jusqu'ici sans problème, je peux passer à l'étape suivante. L'expérimentation humaine est très strictement encadrée. On sait ça depuis d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale et les expérimentations effectuées par les médecins nazis sur les déportés. Bon, c'est ça qui a donné naissance pratiquement à l'éthique biomédicale qu'on connaît aujourd'hui. Un tas de choses sont techniquement possibles et qui sont interdites parce que justement ce sont soit des offenses à la dignité humaine, soit ce sont des souffrances infligées à des êtres humains sans nécessité justement médicale de traitement. Bon, donc effectivement, un exemple tout à fait spectaculaire. On sait depuis au moins 20 ou 30 ans fabriquer des chimères par fusion d'embryons très jeunes d'espèces très voisines. Et on a fait donc des chimères mouton-chèvre. On pourrait imaginer de faire aussi des chimères chimpanzés-hommes. Bon, et techniquement, rien n'empêche d'essayer au moins de le faire. Personne ne l'a jamais fait. Ce n'est pas une chimère, mais il s'agit bien d'une chèvre en gestation artificielle.
Nous sommes au Japon, dans le laboratoire de l'école de médecine à l'université de Kitasato. Des recherches sont menées sur la possibilité de créer un liquide amniotique de synthèse et un placenta artificiel. Le placenta est en effet un des éléments clés de la gestation. Admettons qu'un embryon se développe dans une matrice. Il faut pouvoir le nourrir. Les fonctions du placenta sont extrêmement compliquées parce que le placenta, c'est un ensemble de barrières qui contrôlent des échanges, donc qui laissent passer de la mère à l'enfant les éléments nutritifs et qui font passer en direction opposée les déchets. Donc c'est déjà pas évident de fabriquer des membranes qui sont capables de faire ce tri, mais ça n'est pas impossible. Dans des cas beaucoup plus simples, si vous voulez, que le placenta, on sait faire des choses comme ça. Par exemple, le réa artificiel réalise ce type d'échange, mais évidemment de façon beaucoup plus simple que dans le cas du placenta. Ces images fournies par le professeur Nobuya Ono montrent comment le placenta artificiel tente de reproduire à l'identique l'environnement du fœtus, son mode circulatoire et son mode respiratoire. L'expérience commence par une césarienne. Une chèvre prématurée est extraite du corps de sa mère, 5 semaines avant terme. Son cordon ombilical est branché sur un double cathéter, un pour l'artère, l'autre pour la veine, et relié à un circuit sanguin extracorporel. Le fœtus est ensuite transféré dans l'incubateur, où il baigne complètement dans un liquide à 39 degrés, qui contient les mêmes ingrédients physiologiques que du liquide amniotique. On sait grâce aux échographies qu'un fœtus humain respire, avale, bâille et a le hoquet. Et c'est pareil chez l'animal. Effectivement, une demi-heure après son transfert, le bébé chèvre commence à bouger. Il est donc toujours en vie. Un système de pompage, un peu comme une dialyse, prélève le sang de la chèvre par le cathéter artériel, le purifie et le ramène par le cathéter de la veine ombilicale. Ce même circuit permet aussi de la nourrir. Mais c'est très complexe. Trouver le débit idéal semble relever de l'impossible. Un débit trop élevé provoque instantanément une hémorragie chez le fœtus, et un débit trop lent le prive d'oxygène. De plus, il faut prévenir la coagulation du sang dans les tuyaux. Et dernier problème, les mouvements répétés de l'animal endommagent les attaches du cathéter. Les tuyaux se détachent. Les premières chèvres n'ont survécu que quelques jours. Une seconde expérience a permis à un chevreau prématuré, très petit celui-là, de survivre un peu plus longtemps. Mais les substances, et surtout le dosage dont le fœtus a besoin, semblent difficiles à déterminer. Acides aminés, protéines, vitamines, hormones, enzymes. À quel moment précis de son évolution le chevreau en a-t-il besoin? Trop, trop peu, ou un manque de ces substances à des moments critiques peuvent le tuer, ou provoquer des déficiences irréversibles. L'expérience fut poursuivie sous sédatifs. Légèrement endormie, la chèvre n'en mêle plus ses tuyaux. On peut observer de petits mouvements de sa bouche. Elle va bien, elle a ouvert les yeux. Cette chèvre-ci a survécu plus de 20 jours et est arrivée à terme vivante. Il a fallu 9 années de recherche au professeur Kuwabara et à son équipe pour aboutir à cette victoire. Voici la chèvre 3 semaines après sa naissance. Elle présente des difficultés respiratoires car le relaxant qui lui a été administré ne lui a pas permis de développer son système musculaire. Et elle a des difficultés à se hisser sur ses pattes. Elle est morte peu après. Ces expériences ont finalement été suspendues faute de crédit et d'intérêt de les poursuivre. Monsieur Foster décrivit la circulation maternelle artificielle installée sur chaque flacon au mètre 112. Il leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets. On pense que l'utérus artificiel est fait au bénéfice des femmes, qu'il va leur permettre donc d'avoir des enfants sans pour autant interrompre leur activité professionnelle. L'instrument de l'utérus artificiel n'est pas, a priori,
dédié uniquement aux femmes pour leur permettre d'avoir des enfants. Imaginez qu'ils puissent être revendiqués au nom du principe d'égalité par des hommes pour leur permettre d'avoir des enfants, si je puis dire, tout seuls. Tout seuls, oui. À seul après que, premièrement, il leur faut des ovules pour cela. On réintroduit d'une certaine manière une exploitation particulière du corps des femmes qui est l'extraction de ces ovules nécessaires à l'utilisation d'un utérus artificiel par un homme. C'est paradoxalement le triomphe, si je puis dire, du masculin sur le féminin, parce que en même temps que les femmes gagnent en égalité sur un certain nombre de plans, elles perdent sur le plan fondamental qui était celui qui existe depuis l'origine de la sexuation, à savoir l'incertitude sur la paternité et la certitude sur la maternité. Il y a eu toute une période de notre préhistoire qui a été marquée par la création artistique de petites statuettes féminines. Il s'agissait de cultes rendus non pas aux femmes, donc à des déesses, mais à la fécondité dans les femmes, à la possibilité qu'elles puissent porter justement ces enfants, ce trait si mystérieux qui était le leur de pouvoir enfanter seules. Seul à enfanter les enfants des deux sexes. Tous les tuyaux sont en place, tout se passe exactement comme il le faut, le sang, les humeurs, les communications avec les produits essentiels que sont le sang, la lymphe, etc., pour la constitution ensuite des différentes parties de l'individu. Mais tout cela peut se voir un peu comme lorsque nous enfermons des fourmis entre deux parois de verre et que nous les regardons construire et aménager leur maison. Donc c'est pas le même processus, mais c'est le même souci de maîtrise et de pouvoir le contempler de l'extérieur, un processus dont on veut supprimer tout l'aspect sombre qui est celui inhérent donc à cet organe particulier qu'est l'utérus, inhérent de par sa place et par du fait qu'il est fermé, totalement clos pendant tout le temps de la grossesse. Par rapport à cette notion de mystère qu'on peut évoquer par rapport à la matrice, à tout ce qui se passe, disons, dans le non-visible, hein. Oui, c'est très beau cette façon dont ces vierges peintes ont un ventre lumineux dans lequel on peut voir l'enfant par transparence, un peu comme une sorte d'ancestralité de l'échographie finalement. Mais dans la mesure où ce sont des peintures religieuses, évidemment, on peut aussi supposer que de la part de celui qui regarde, là en l'occurrence du peintre ou de nous qui regardons, ça demande de prendre contact justement avec l'enfant en tant que sujet, hein, de passer par un ressenti subtil et non pas par une machine, hein, pour voir de quoi il est question, voir s'il y a des erreurs à rectifier. Qu'elle puisse porter justement ces enfants, ce trait si mystérieux qui était le leur de pouvoir enfanter seul à enfanter les enfants des deux sexes.
tuyaux sont en place. Tout se passe exactement comme il le faut, le sang, les humeurs, les communications avec les produits essentiels que sont le sang, la lymphe, etc. pour la constitution ensuite des différentes parties de l'individu. Mais tout cela peut se voir un peu comme lorsque nous enfermons des fourmis entre deux parois de verre et que nous les regardons construire et aménager leur maison. Donc c'est pas le même processus, mais c'est le même souci de maîtrise et de pouvoir le contempler de l'extérieur un processus dont on veut supprimer tout l'aspect sombre qui est celui inhérent donc à cet organe particulier qu'est l'utérus, inhérent de par sa place et par du fait qu'il est fermé, totalement clos pendant tout le temps de la grossesse. Par rapport à cette notion de mystère qu'on peut évoquer par rapport à la matrice, à tout ce qui se passe, disons, dans le non-visible, hein. Oui, c'est très beau cette façon dont ces vierges peintes ont un ventre lumineux dans lequel on peut voir l'enfant par transparence, un peu comme une sorte d'ancestralité de l'échographie finalement. Mais dans la mesure où ce sont des peintures religieuses, évidemment, on peut aussi supposer que de la part de celui qui regarde, là en l'occurrence du peintre ou de nous qui regardons, ça demande de prendre contact justement avec l'enfant en tant que sujet, hein, de passer par un ressenti subtil et non pas par une machine, hein, pour voir de quoi il est question, voir s'il y a des erreurs à rectifier. Création artistique de petites statuettes féminines. Il s'agissait de cultes rendus non pas aux femmes, donc à des déesses, mais à la fécondité dans les femmes, à la possibilité qu'elles puissent porter justement ces enfants, ce trait si mystérieux qui était le leur de pouvoir enfanter seules à enfanter les enfants des deux sexes. Tous les tuyaux sont en place, tout se passe exactement comme il le faut, le sang, les humeurs, les communications avec les produits essentiels que sont le sang, la lymphe, etc. pour la constitution ensuite des différentes parties de l'individu. Mais tout cela peut se voir un peu comme lorsque nous enfermons des fourmis entre deux parois de verre et que nous les regardons construire et aménager leur maison. Donc c'est pas le même processus, mais c'est le même souci de maîtrise et de pouvoir le contempler de l'extérieur un processus dont on veut supprimer tout l'aspect sombre qui est celui inhérent donc à cet organe particulier qu'est l'utérus, inhérent de par sa place et par du fait qu'il est fermé, totalement clos pendant tout le temps de la grossesse. Par rapport à cette notion de mystère qu'on peut évoquer par rapport à la matrice, à tout ce qui se passe, disons, dans le non-visible, hein. Oui, c'est très beau cette façon dont ces vierges peintes ont
ont un ventre lumineux dans lequel on peut voir l'enfant par transparence, un peu comme une sorte d'ancestralité de l'échographie finalement. Mais dans la mesure où ce sont des peintures religieuses, évidemment, on peut aussi supposer que de la part de celui qui regarde, là en l'occurrence du peintre ou de nous qui regardons, ça demande de... Les premières chèvres n'ont survécu que quelques jours. Une seconde expérience a permis à un chevreau prématuré, très petit celui-là, de survivre un peu plus longtemps. Mais les substances, et surtout le dosage dont le fœtus a besoin, semblent difficiles à déterminer. Acides aminés, protéines, vitamines, hormones, enzymes. À quel moment précis de son évolution le chevreau en a-t-il besoin? Trop, trop peu, ou un manque de ces substances à des moments critiques peuvent le tuer, ou provoquer des déficiences irréversibles. L'expérience fut poursuivie sous sédatifs. Légèrement endormie, la chèvre n'en mêle plus ses tuyaux. On peut observer de petits mouvements de sa bouche. Elle va bien. Elle a ouvert les yeux. Cette chèvre-ci a survécu plus de 20 jours et est arrivée à terme vivante. Il a fallu 9 années de recherche au professeur Kuwabara et à son équipe pour aboutir à cette victoire. Voici la chèvre 3 semaines après sa naissance. Elle présente des difficultés respiratoires, car le relaxant qui lui a été administré ne lui a pas permis de développer son système musculaire. Et elle a des difficultés à se hisser sur ses pattes. Elle est morte peu après. Ces expériences ont finalement été suspendues, faute de crédit et d'intérêt de les poursuivre. Monsieur Foster décrivit la circulation maternelle artificielle installée sur chaque flacon au mètre 112. Il leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets. On pense que l'utérus artificiel est fait au bénéfice des femmes, qu'il va leur permettre donc d'avoir des enfants sans pour autant interrompre leur activité professionnelle. L'instrument de l'utérus artificiel n'est pas, a priori, dédié uniquement aux femmes pour leur permettre d'avoir des enfants. Imaginez qu'il puisse être revendiqué au nom du principe d'égalité par des hommes pour leur permettre d'avoir des enfants, si je puis dire, tout seul. Tout seul, oui. À cela près que, premièrement, il leur faut des ovules pour cela. On réintroduit d'une certaine manière une exploitation particulière du corps des femmes qui est l'extraction de ces ovules nécessaires à l'utilisation d'un utérus artificiel par un homme. C'est paradoxalement le triomphe, si je puis dire, du masculin sur le féminin, parce que en même temps que les femmes gagnent en égalité sur un certain nombre... Installé sur chaque flacon au mètre 112. Il leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets. On pense que l'utérus artificiel est fait au bénéfice des femmes, qu'il va leur permettre donc d'avoir des enfants sans pour autant interrompre leur activité professionnelle. L'instrument de l'utérus artificiel n'est pas, a priori, dédié uniquement aux femmes pour leur permettre d'avoir des enfants. Imaginez qu'il puisse être revendiqué au nom du principe d'égalité par des hommes pour leur permettre d'avoir des enfants, si je puis dire, tout seul. Tout seul, oui. À cela près que, premièrement, il leur faut des ovules pour cela. On réintroduit d'une certaine manière une exploitation particulière du corps des femmes qui est l'extraction de ces ovules nécessaires à l'utilisation d'un utérus artificiel par un homme. C'est paradoxalement le triomphe, si je puis dire, du masculin sur le féminin, parce que en même temps que les femmes gagnent en égalité sur un certain nombre de plans, elles perdent sur le plan fondamental qui était celui qui existe depuis l'origine de la sexuation, à savoir l'incertitude sur la paternité et la certitude sur la maternité.
C'est une période de notre préhistoire qui a été marquée par la création artistique de petites statuettes féminines. Il s'agissait de cultes rendus non pas aux femmes, donc à des déesses, mais à la fécondité dans les femmes, à la possibilité qu'elles puissent porter justement ces enfants, ce trait si mystérieux qui était le leur de pouvoir enfanter seules à enfanter les enfants des deux sexes.